Salut les coureurs et bienvenue sur le Run Success Podcast. Je suis Enzo, entraîneur expert en course à pied. 1 à 2 fois par mois, je t'emmène à la rencontre d'athlètes au profil inspirant et au parcours de vie atypique. Le but, rentrer dans leur quotidien afin d'analyser et comprendre leur entraînement. Peu importe ton niveau, tu es au bon endroit. Tous les conseils que tu retrouveras dans ce podcast, tu pourras les appliquer directement dans ta vie quotidienne de sportif. J'espère que ce podcast te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Cela m'aidera énormément au référencement du podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, donc Clément Toiti. Je vais te laisser te présenter rapidement, hein, on va pas perdre de temps. Bonjour à toi Enzo, ça fait plaisir d'être sur le podcast. Alors moi je suis un coureur de 1500 mètres et 5000 mètres, principalement du demi-fond pur et dur. Je suis licencié à l'Amiens UC, je fais en parallèle des études de médecine à l'université d'Amiens D'accord. et j'ai 23 ans. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux du coup nous présenter un petit peu tes records pour que les auditeurs puissent un petit peu se rendre compte de ton niveau à l'heure actuelle? Ouais, alors moi sur 1500 mètres j'ai 3 minutes et 42 secondes et 0,5 centièmes. Sur 5 km route j'ai fait 13,58. Et après, sur 800, c'est des distances annexes. J'ai un record en 1,52. Sur 10 km, j'ai un record en 29,52. Mais ça reste quand même des distances difficiles. Relativement Ouais, courte du coup, donc tu es plus spécialisé, donc 1500, 5000. c'est ça. Ok. Bon là du coup, dans une première partie, je vais te poser quelques questions un petit peu sur ton parcours, notamment sur ton enfance et puis comment t'en es arrivé à ce niveau de pratique actuel par rapport à ton évolution. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, savoir un petit peu à quel moment t'es devenu aussi compétitif et puis surtout pourquoi, quelle est ta motivation, on va dire ta flamme intérieure? Bah écoute, moi j'ai commencé par un sport collectif, le hockey sur glace, euh, au Gothique d'Amiens. Donc on était tout de suite un peu mis dans le bain du haut niveau, où on est allé jusqu'à faire des tournois pour représenter la France au Canada. On a été tout de suite sur du 5-6 entraînements à l'âge de 12-13 ans par semaine. Donc on est directement dans le bain du sport hebdomadaire, j'ai envie de dire, et aussi de l'excellence parce que c'était une grosse institution et puis on visait souvent le titre pour les Coupes de France. D'accord. Ensuite, l'envie de pratiquer l'athlé, elle m'est venue surtout en parallèle avec mon père qui lui court depuis très longtemps, qui a fait une vingtaine de marathons et depuis tout petit, je le voyais courir, s'entraîner à 22 heures parce qu'il avait pas le temps ou je sais pas, c'est comme ça, c'est un peu j'ai grandi avec donc je savais que tôt ou tard j'allais forcément être attiré par cette discipline. D'accord, intéressant. Et du coup, à quel âge t'as fait tes premiers footings Ben c'est marrant parce que c'est assez tard finalement. Mes premiers footings par moi-même, pas imposés par l'école, j'avais envie de dire, mais et ils sont arrivés avec mon père et c'était euh, au lycée, en seconde. Donc du coup, à l'âge de ouais, 16 ans, 15-16 ans, il fallait que je m'entraîne parce que je voulais faire les crosses UNSS. Donc du coup, mon père il m'a dit bah tu cours avec moi, on sort, on fait une sortie fartlek. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais voilà, j'ai pris du plaisir et puis j'ai toujours été bon en sport d'endurance à l'école, mais bon, comparé aux autres, c'était pas, ça voulait rien dire du tout. J'ai jamais gagné de cross du collège, par exemple, j'ai jamais fait dans les 5 meilleurs du collège, mais je savais que j'aimais bien cet effort de dur au mal. Beaucoup plus que l'effort que j'avais sur la glace à l'époque, où c'était vraiment du fractionné très intense pendant 1 minute maximum et on se reposait.
D'accord, Voilà. donc super intéressant. Donc tu avais pas en fait de prédisposition, selon toi en tout cas, énorme, tu pas la concurrence dès le départ en fait, il a fallu un peu de travail pour y Euh, arriver ou tu as eu quand même très vite non, des en résultats? fait, c'est juste que je me donnais pas du tout la peine de faire ça. Parce que a posteriori, oui, je me rends compte que j'avais quand même plus de... J'aime pas trop utiliser le mot prédisposition, ou alors plus de prédisposition au travail et à la douleur. Oui, forcément, on est tous un peu talentueux, mais disons que déjà mon corps était un peu plus galbé pour la course à pied que pour le hockey sur glace, on va dire. Donc ça oriente, ça oriente déjà. Voilà. D'accord. Et du coup, dans ta famille, il y a personne qui a suivi, dans tes frères et sœurs, Non, 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 bah là j'ai deux petits frères et les deux font complètement autre chose. d'accord, Donc j'ai pas réussi à influencer ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, je sais que, enfin, pour le petit dernier, il fait du patinage artistique, mais à haut niveau, et je sais que j'ai vraiment influencé le fait, la culture d'aller pousser et de s'entraîner. Si on fait un truc, c'est à 100%. Ouais, donc plus le mental du coup, le ouais, côté c'est l'excellence discipline. dans la discipline, quoi. Très bien, très intéressant. Et du coup, tout ça, c'est parti, comme tu le disais, de ton père qui s'est mis à la course à pied, Ouais, c'est ça. qui a donné un petit peu l'élan, on va Ouais, dire, global. Mhm. super intéressant. Et du coup, à quel moment t'as switché un petit peu, ou est-ce que c'était d'ailleurs tout de suite, vers vraiment cette envie de performer? Bah Euh, alors moi, c'était vraiment tout de suite, parce que ok, ok. j'étais du coup en première et j'ai fait ma première course. C'était un 5 km d'Amiens. Et j'avais vraiment un objectif chronométrique et je voulais passer sous les 20 minutes. Et donc pour moi, c'était vraiment... dès ce sport-là, c'était pas du plaisir, c'était plutôt de la compétition, des challenges. C'est ça qui me faisait venir vers la course à pied. D'autant plus que j'ai toujours fait des sports de compétition. Clairement, il n'y avait pas il y avait pas d'autre choix pour moi, ni dans ma vision du sport. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé l'athlétisme, parce que là, c'est des sports de compétition et tu dépends de personne. Il n'y a pas d'ambiance un peu pénible dans les vestiaires où et il faut composer avec certains. Là, c'est vraiment que toi et la performance. Et c'est un peu un sport individuel pour moi. Il y en a qui disent que c'est aussi un sport collectif, mais c'est que le bon du collectif en fait qui est pris dans l'athlétisme. Mais en tout cas, pour moi, je me suis plus retrouvé dans l'athlétisme pour moi et avec moi-même, quoi. D'accord. Ouais, je partage ton point de vue, en tout cas de manière personnelle. C'est vrai que c'est toujours intéressant de se retrouver seul face à soi-même. Comme ça, déjà, on peut en vouloir à personne d'autre qu'à soi-même. Ouais, Ça, c'est la première chose. on se connaît encore mieux. Exactement. Et puis se voir progresser, en fait, c'est ça C'est le une grosse plus satisfaction. exactement. Puis quand on voit en fait ta progression, donc du coup, quel était le chrono sur ton 5 J'avais kilomètres? fait, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait 19,31, je crois, hein. Et ah bah, j'avais adoré, quoi. J'avais adoré. J'étais super content parce que en plus première course, j'arrive à mon objectif, ça démultiplie encore plus l'envie de refaire des Bien courses sûr. et tout. Donc j'étais aux anges, mais j'ai toujours pas pris de licence encore à l'Amiens UC parce que j'avais arrêté le hockey en seconde et je faisais du football américain. Donc du coup D'accord. toujours pas un sport taillé pour mon gabarit. Et c'est justement l'année d'après où je me suis dit bon ouais, ça y est, ça suffit. Euh, on va quand même faire le sport moins moins choquant pour les articulations et le corps entier et puis je vais me donner corps et âme à ce que je sais faire de mieux, c'est courir longtemps quoi, D'accord. globalement. Mais intéressant de voir que tu es quand même passé par des sports co, donc ça te plaisait quand même le hockey, Ouais, le football américain? bah oui, en fait, c'est aussi par ami d'amis de faire le même sport que ses potes en même temps. Voilà, mais c'est pas ça me déplaît pas, mais après c'est pas mes sports favoris que je regarde tous les jours. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que le hockey, j'en entends plus parler, et puis le football américain, pareil, quoi, je suis moins attiré. D'accord. Voilà. Tandis que l'athlète, tu suis tout ce qui se fait, Ah ouais, les ouais. dernières perfs, Bah, en fait, depuis que je suis tombé dedans, je suis vraiment un vrai passionné, quoi, OK. d'athlétisme. Ouais, je suis tout, j'aime bien
J'aime bien toutes les stats, tous les anciens records. Enfin bref, ouais, je suis un grand fan. Très bien. Et du coup, est-ce que tu te souviens un petit peu, ça pourrait intéresser aussi les auditeurs, de ton volume hebdomadaire quand tu as commencé et l'évolution de celui-ci, donc que ce soit en nombre de séances, hein, de manière un petit peu globale? Alors, un volume hebdomadaire, ça va être difficile de mettre un chiffre là-dessus. En tout cas, je m'entraînais 3 fois par semaine D'accord, et c'était un jour sur deux, hein. Donc c'était le lundi, le mercredi, le vendredi et peut-être le samedi matin, tu vois, 4 fois, 3 à 4 fois par semaine. d'accord, Mais OK, c'était que des séances. Il n'y avait pas de footing. d'accord, Et le footing, je le faisais le week-end, quoi. Mais sinon, c'était un jour sur deux, la règle. C'était ça à la maison. C'était un jour sur deux. Parce qu'il faut pas négliger l'école. Puis après, j'ai vite compris au bout de une année complète que c'était pas suffisant et que bah, une fois que tu as l'habitude, tu pouvais rajouter d'autres séances. Donc du coup, je m'entraînais 5 fois par semaine, et ensuite 6 fois. Puis j'ai eu un vrai déclic dans ma pratique où j'ai commencé à compter mes kilomètres avec une montre régulièrement parce qu'avant je mettais pas du tout la montre. C'était vraiment du un peu à la Wall Game quoi. Et c'était pendant l'été de ma première année, donc au bout d'un an, où je me suis dit non, je vais pas m'arrêter, je vais courir tous les jours. Et puis bah en fait je me faisais mon propre plan pendant l'été et puis après arrivé en septembre, bah forcément j'étais plus fort que les autres du groupe et puis ça m'avait plu et puis c'est comme ça que je suis parti quoi dedans quoi. d'accord, C'était trop tard à ce moment-là, je suis tombé dedans et je vois. ça y est. Et à quel moment tu as été licencié du coup? Tu t'es entraîné combien de temps tout seul? Et est-ce que, du coup, tu avais une mini quand même structure quand tu étais tout seul dans l'entraînement? Ou tu étais qu'avec ton père, des fois un petit peu seul Alors aussi? j'étais que avec mon père et je courais une fois par semaine. OK, OK. Donc c'était à chaque fois c'était un fartlek on savait pas comment s'arrêter, la sensation quoi, on envoyait, on récupérait, on envoyait vraiment un fartlek comme on le décrit. Pas un fartlek contrôlé avec des temps et des minutes. Un C'était jeu d'allure quoi en fait, ouais, vraiment, c'était ouais. vraiment un jeu d'allure avec mon père. Donc ça, c'est vraiment des super souvenirs parce que Mmh. Bah, oui, on oui. envoyait comme des fous jusqu'à ce que l'autre il craquait, on récupérait et on savait qu'on allait renvoyer. Enfin, c'était très marrant. Mais ça, je le faisais qu'une fois par semaine. Et parce que en parallèle, j'avais toujours le, le football américain. Donc du coup, D'accord. ça me faisait aussi d'autres entraînements et j'avais mon compte pour la semaine. OK. Ouais. Donc finalement, en fait, je me suis inscrit en première à la MIUC, donc à l'âge de 16 ans, 16 et demi. Euh, et depuis, je pense que le déclic, il est venu après le bac de terminale, où je me suis dit, je me suis entraîné pendant le bac et je me suis dit, ouais, non, je vais faire 5000 mètres juste après l'épreuve de SVT, je me souviens. Je m'en fous, je vais faire mes 6 fois 1000 pendant le bac. Il faut absolument. Ça y est, c'est décidé. Je vais vraiment me consacrer au niveau et tout. Puis j'ai fait une super perf pour mon niveau en cadet. J'étais très content. OK. Et du coup, est-ce que tu te souviens justement un petit peu de l'évolution de tes chronos, de ton tout premier 5 kilomètres jusqu'au deuxième, au troisième? Ouais. Ça a été exponentiel tout de suite ou tu as dû bosser un petit peu pour, En fait, ça a été plutôt une courbe, pas exponentielle, mais une courbe vraiment progressive, progressive, mmh, avec j'ai envie de dire, avec la même fonction linéaire, quoi. C'était une courbe linéaire, ouais, on va dire comme ça. Il n'y a pas eu d'exponentielle comme on peut regarder sur certains coureurs qui finalement, on a envie de dire, c'est un peu la norme, c'est normal. S'ils arrivent à ce niveau-là, ils ont forcément explosé à un bout d'un moment. Peut-être que j'ai eu un plus grosse courbe exponentielle sur 1500 mètres, mais après c'est vraiment différent. Il y a aussi une maturité physique sur 1500 mètres qu'on n'a pas forcément tout de suite pour gérer la distance et ce type d'effort. Après sur 5 kilomètres, ça fait grosso modo 19 minutes, un petit 18 minutes, un petit 16 minutes. En KD2, j'avais fait 16-23 et ensuite j'étais junior 1, j'avais fait 15-15, puis après 14 minutes, 12 et là 13,58 quoi.
j'en ai pas fait vraiment, mais j'en ai fait au moins un par an, je pense. Et puis, ouais, les 15 minutes, ils sont un peu passés à la trappe, mais voilà. Ok. Donc dans ta stratégie, c'était une grosse préparation pour très peu de courses. T'étais pas quelqu'un qui enchaînait les courses? Non, pas sur 5 kilomètres. Sinon, je faisais beaucoup de courses sur piste et de courses. Beaucoup de meetings entre deux? Ouais, c'est ça, Ok, beaucoup de. Je faisais très peu de courses sur route finalement, ok, puisque c'est pas ce qui me plaît. Moi, j'étais dans l'athlétisme. Enfin, je suis toujours en fait dans l'athlétisme pur de pistard. Je faisais à l'époque beaucoup de cross. Donc en fait, mes saisons quand j'étais jeune, c'était cross, pas de salle parce qu'on était trop jeunes. Ensuite, la piste l'été quoi. Et ça s'arrêtait en juin. Ça d'accord. s'arrêtait super tôt, ouais. Alors, je vais te poser une petite dernière question sur ton enfance. Ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, c'est à quel moment, en fait, t'as eu cette vision de la performance, de la compétition, de l'acceptation de la souffrance. Est-ce que ça vient de ta famille? Est-ce que c'est plus une motivation intrinsèque qui était vraiment en toi? Enfin, de où tu puises ta source d'inspiration et de motivation aujourd'hui et quelle est vraiment ta flamme à l'intérieur? Alors je pense que pour répondre à ta question qui est super intéressante et assez compliquée de répondre d'une seule traite sur ces choses qui touchent un peu du psychologique intrinsèque de pourquoi je cours et de, de tout ce qui compose ma pratique. Je pense qu'il faut d'abord, moi je dissocie mon envie avec comment j'ai commencé. C'est parce que j'avais envie de briller par moi-même sans être dépendant des autres. Je l'ai très mal vécu mes années de hockey sur glace où j'étais tout le temps en deuxième, troisième ligne parce que c'était pas forcément, c'était un peu du copinage et puis il y avait, c'était difficile pour moi de sortir du lot et parce qu'on était très bons tous et voilà, j'ai vraiment mal vécu. Donc il y avait aussi l'envie par moi-même au début. Puis après, cette culture du dépassement de soi-même, je crois qu'on l'a toujours eu dans ma famille, de par mon père qui, lui, fait un métier ultra exigeant, chirurgien cardiaque, c'est tous les jours de l'excellence, le plus que parfait. Donc j'ai un peu ce côté-là de limite tatillon, perfectionnisme, en fait, j'ai envie de dire. Et aussi, ma mère, elle m'a inculqué plutôt, si je fais quelque chose, c'est à fond. S'il y a pas de, il y a pas De demi-mesure. de demi-mesure, quoi. C'est à fond, bien jusqu'à la fin. Et puis, je me souviens quand on était petit, mon père, il nous répétait à mon petit frère et moi, oubliez pas, hein, vous êtes des toitis, vous devez réussir. Il y a pas le choix, c'est comme ça et tout. C'est un peu, c'est ultra motivant en fait quand on est enfant. Et au fur et à mesure. L'envie, elle s'est décuplée de plus en plus. J'avais envie encore plus de me prouver à moi-même et aux autres. C'est aussi, il y a aussi toujours les autres dans l'équation, finalement, j'ai envie de dire. Et d'abord, il fallait que je prouve aussi à ma mère que oui, je vais pas arrêter le sport pour mes études supérieures et parce que ça en vaut le coup et que je peux m'entraîner 7 fois par semaine. Au début, je le disais pas forcément que j'allais à l'entraînement tout le temps. Et après, au fur et à mesure, c'est passé. Mais au début, elle pensait que je m'entraînais juste 3 fois, alors que je m'entraînais 7 à 8 fois parfois par semaine. Et ensuite, c'est maintenant, bien sûr, rendre fier toute ma famille qui, ça fait depuis 6 ans, qui, j'ai envie de dire, ils endurent ça parce que j'ai un peu parfois un gros syndrome pas de l'imposteur, mais de me dire que c'est super égoïste ce que je fais. C'est ultra éprouvant pour tout le monde juste parce que j'ai envie de courir et que j'ai envie de faire de la performance. C'est un choix personnel, sans obligation, et j'emmène toute ma famille dedans. Donc parfois ça me touche énormément. Pas plus tard que là, au week-end à Barcelone, ils ont voulu m'accompagner. J'ai pas fait une énorme performance, je suis resté sur mes bases, j'ai fait 14,04. Donc j'étais un peu déçu parce que j'avais l'impression d'avoir gâché un peu ce séjour avec eux. Et eux qui sont venus, ils m'ont soutenu. Et ils m'ont consolé après la course, quoi. Et pour moi, c'est vraiment, ça me touche énormément et ça me motive encore plus. D'accord.
Ouais, donc on voit que tu as vraiment envie, enfin, c'est une profonde envie de rendre fiers les tiens, de rendre fière ta famille et tu le fais en grande partie pour eux de ce que je comprends. Bien évidemment pour toi parce que, bah, tu adores ça, je pense que Ouais. maintenant tu l'as dans le sang. Mhm. Mais ce qui te motive, c'est vraiment, ta famille? Ouais, ce qui me motive, c'est vraiment, c'est moi et ma famille. Parce que, je le dis dans cet ordre-là, parce que forcément, on le fait jamais pour quelqu'un d'autre à ce niveau-là. Bien sûr, sinon Et, on tient pas, c'est sûr. et puis après, j'ai remarqué aussi que tu utilises le mot souffrance. Et bien moi, c'est pas, je mets plus ce mot-là dans mon vocabulaire. C'est marrant parce que Tu l'as choisi en quelque on sorte. peut pas le mettre, tu vois, à notre niveau. On parle de douleur nociceptive, Bien sûr. un truc, c'est quelque chose qui fait mal, mais qui, il y a plus d'importance sentimentale. Tu vois, c'est moins chargé, ce mot-là que souffrance, où il y a la dimension sentimentale qui vient te mettre Je comprends dedans. parfaitement la nuance, ouais. Ouais, Puis c'est surtout pour moi, enfin, une douleur que tu acceptes et que tu vas chercher. Donc en exactement. quelque sorte, tu peux pas t'en plaindre puisque c'est cette douleur qui amène à un résultat. Bah oui, c'est surtout la douleur de la victoire, j'ai envie de dire. C'est Enfin, ça, la victoire à proprement parler, c'est-à-dire c'est la douleur du bonheur, on va dire. exactement. Puis dans l'athlète, de toute façon, à haut niveau, sans douleur, t'as pas de résultat, clairement. Puis après, ça apprend énormément sur la vie, c'est que il y a rien sans rien, quoi. C'est pas du tout cuit du tout. C'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie. Donc c'est une énorme, comme on dit, c'est une école de la vie, l'athlé. C'est plutôt en parlant de ça, il y a pas du tout cuit, quoi. Il faut aller chercher ce qu'on a envie. Super. Bah écoute, merci beaucoup, très intéressant. Donc après ton enfance qui a été vraiment passionnante, donc merci beaucoup pour ton témoignage. On va maintenant passer sur l'aspect entraînement. Donc on va s'intéresser à ce que tu fais vraiment actuellement et quel regard tu as sur ta pratique. Donc la première question que je vais te poser, c'est, comment s'organise, actuellement ton entraînement? Que ce soit en termes de volume, d'intensité, nombre de séances dans la semaine et puis quelle est un petit peu la périodisation de ton entraînement en fonction des différentes distances que tu prépares, donc le 1500 et le 5000 mètres. Alors, mon entraînement, lui, il est basé sur quand même de l'aérobie en début de saison et ensuite, au fur et à mesure qu'on se rapproche des compétitions, on va forcément réduire le volume et augmenter L'intensité? l'intensité et la qualité. Mmh. Donc, on part sur des semaines à 130 kilomètres de moyenne là depuis septembre, avec beaucoup d'aérobie, beaucoup de footing de plus d'une heure, pas forcément très rapide. Donc là, ça fait presque 4 mois que je développe ma caisse comme ça, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va rentrer là plus dans la qualité où ça va être moins de kilométrage, mais toujours rester haut parce qu'avec mon coach, on va avoir une philosophie de plutôt, tu sais, de rester le plus haut possible en aérobie jusqu'au dernier moment parce que finalement, c'est l'aérobie qui, pour moi, va me permettre j'ai envie de dire, de perfer le plus sur 1500 mètres et 5000 mètres forcément, mais surtout sur 1500 mètres. Très intéressant. Parce que par exemple, j'ai reçu Gauthier Cascales, très récemment et il a une approche beaucoup plus centrée effectivement sur l'intensité, bien qu'il a augmenté un petit peu son volume, cette année. Il a quand même commencé à inclure de l'aérobie, mais on va dire que c'est pas aussi marqué. Donc selon toi, sur 1500 mètres, c'est l'une des clés, l'aérobie et c'est peut-être ce qui te permet de te différencier aussi de tes adversaires, Non, en fait, finalement, j'ai envie de te dire, c'est à haut niveau, en tout cas aux élites, ils sont tous sur cette on approche? est tous globalement sur cette approche et OK, en tout cas au très très haut niveau au monde, c'est plutôt la tendance aérobie qui va dominer sur 1500 mètres. Parce que maintenant, il faut enchaîner des courses à plus de 3,35 pour les meilleurs, voire même plus vite, hein. Et pour moi, je sais que si j'arrive le plus disponible aux 1000 mètres, c'est sans être le moins fatigué possible, c'est ce qui puis c'est vraiment le facteur X qui peut jouer dans les 500 derniers mètres. C'est est-ce que tu es usé ou pas au bout de 1000 mètres, quoi. Donc du coup, l'aérobie, finalement, en fait, c'est le 1500 mètres, c'est plus de 75% à 80% d'aérobie hein, dans la course. Donc
Très haut niveau, c'est quand même énormément de travail d'aérobie. Et puis et ensuite, quand tu vas descendre, faire des séances de SP15, des séances lactiques, comme on aime les appeler, si t'as de l'aérobie, punaise, enfin, t'es à l'aise, quoi. Enfin, en tout cas, ça vient pas tout de suite, quoi, le lactique. Enfin, pour moi, je le perçois comme ça. Et avec mon coach Pascal Macha, depuis cette année, on a vraiment une approche, parce que je sais que mon corps, il est prêt. Donc, on a une approche beaucoup plus haute en kilomètres, globale. Euh, voilà. Très intéressant. Et du coup, j'imagine que pour faire de tels volumes d'entraînement, bon, tu nous donneras un petit peu les chiffres Mhm. tout à l'heure, mais tu es quand même relativement en gestion sur tes séances ou tu te mets dans le rouge régulièrement? Comment est-ce que tu abordes ça pour enchaîner les séances? Ouais, non, en fait, depuis la reprise, là, c'est vraiment que du contrôlé. C'est tout le temps du contrôlé. Il n'y a pas besoin d'aller se sortir peut-être une fois par mois et encore, c'est très rare. J'ai dû le faire deux, trois fois depuis septembre, tu vois. Mais sans compter les courses en entraînement, hein, je parle. Parce que je sais que je suis capable de faire des trucs de fou à l'entraînement, mais ça sert à rien, quoi. Enfin, à part juste user mon corps, le stress que je lui influe n'est pas bénéfique. Et je préfère mieux contrôler, faire dans les allures indiquées et toujours englober d'un gros volume aérobie. Je pense qu'il y a plus à gagner là-dedans. Très intéressant. Bah, tu vois, moi, personnellement, à mon humble niveau, on va dire, c'est ce que j'ai mis en place cette année, contrairement aux années précédentes. Et effectivement, enfin, à mon niveau, j'ai vu une énorme différence. Le fait de rester vraiment en contrôle, en dominante aérobie, ça permet vraiment d'enchaîner les séances de qualité et de conserver un niveau de disponibilité très intéressant. Donc pour nos auditeurs, qui nous écoutent aujourd'hui et notamment si vous êtes débutant, je pense que c'est une approche qui est intéressante, le fait de rester en contrôle à l'entraînement et de se dire que c'est pas le jour de l'entraînement qu'il faut perfer, c'est vraiment le jour de la compétition. Parce qu'on voit que c'est une erreur qui est très souvent commise par la plupart, c'est on arrive cramé à la compète. Bah, c'est-à-dire que c'est un peu l'école française, elle influe énormément sur cette envie de s'envoyer en VMA. C'est très basé sur la qualité, l'école française, et quand tu regardes l'école norvégienne ou l'école américaine, c'est énormément de kilomètres et très peu d'intensité, tu vois. Ou alors des intensités mais ultra contrôlées ou à certains points clés de la préparation. Mais parce que quand tu prends du recul et que tu regardes que finalement, si tu crées un gros stress dans ton corps, donc je parle des séances où tu as le goût du sang dans la bouche, où t'es vraiment, t'en peux plus sur une VMA, bah déjà t'es plus à tes allures VMA, mais en plus tu vas le répéter deux, trois fois par semaine, toutes les semaines, et ça crée plus de fatigue qu'autre chose. Et pour te dire, il y a aussi une certaine forme de maturité hein, dans l'entraînement que j'ai Bien sûr, acquise bien sûr, pour pouvoir me dire que finalement, maintenant je me dis un footing c'est aussi important qu'une VMA. Mais vraiment au premier bien degré, sûr, c'est-à-dire que je suis aussi moi, c'est aussi important de faire 15 km de footing que 6 fois 1000. Je vais avoir autant d'impact physiologique sur mon corps. bien sûr. Ça va encore plus construire ma forme, un footing comme ça, que 6 fois 1000 parfois. Très intéressant. Donc comme on peut le voir, hein, j'insiste beaucoup justement dans mon contenu sur l'importance de l'endurance fondamentale et du volume facile pour assimiler les séances d'intensité. Donc vous pouvez le voir que c'est valable à tous les niveaux, hein. On peut voir Clément qui confirme justement cet aspect de l'entraînement qui est trop souvent négligé, notamment chez les débutants, qui ont l'impression d'être en endurance fondamentale, mais qui sont constamment trop hauts. Et au moment où il faut faire de l'intensité, bah, il y a plus personne. Donc ça, c'est vrai que c'est important à mettre en place. Donc j'espère que justement ce podcast va vous aider à prendre en compte ces aspects qui sont pour moi fondamentaux dans l'entraînement. Ensuite, bah, je vais te poser quelques questions plus justement, spécifiques à l'approche des compétitions. Mhm. Savoir un petit peu comment tu gères cette fameuse période d'affûtage, tant redoutée des coureurs et puis, la science n'est pas implacable sur le sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de manières de s'affûter. Il y en a qui détestent ça. Il y en a d'autres, qui sont beaucoup plus à l'aise, sur le fait de réduire leur volume d'entraînement. Quelle est ta vision là-dessus? Donc là, je parle notamment sur 1500, 5000. Après sur les longues distances, c'est un petit peu différent. Ouais, je connais pas, je pourrais pas t'aider sur Voilà. une distance. Mais dis-moi un petit peu comment tu pratiques, l'affûtage? Bah, avec mon coach, on a plutôt une approche de réduire le volume, pas longtemps en avance, mais à J7. OK.
Donc du coup, de cette approche-là, moi je vais partir du principe que je réduis de 25 à 30% mon volume d'entraînement, Ok. tout en gardant la même intensité. C'est-à-dire que si j'avais fait la semaine d'avant une compétition 130 km, Mhm. on va réduire de 30%. Donc ça va me faire quand même une semaine à 100 km. Mais avant le dimanche, peut-être que j'avais fait que 90 km. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse à peu près 70 km de course à pied. Euh, donc je vais partir du principe que lundi, soit ces séances, et c'est encore... lundi, souvent c'est ma dernière VMA, le lundi. Donc là, au lieu de faire 6 km de volume, on va faire 4 km de volume, tu vois, à peu près, des 400. Souvent c'est des 400 pour rappeler un peu... C'est une VMA pour... Un rappel d'allure de course Oui, aussi. parfois, ouais. Souvent, D'accord. ça peut faire un rappel d'allure de course sur des 5 km, bien sûr. Après, Oui, oui, bien sûr. sur 1500 mètres, on peut aussi mettre un rappel d'allure de course, mais c'est pas 4 km de volume. Tu te doutes bien, c'est encore plus, Oui, oui. Puis euh, sur des fractions beaucoup plus courtes, j'imagine des 200, ça peut être des 500, mais ça peut être jusqu'à ça 500. peut être jusqu'à 5 fois 500 maximum, tu vois. D'accord. Mais Ok. c'est juste rappel vraiment d'allure de course. Ensuite, le footing du mardi, ça va être un footing, je sais pas, mais pour donner un ordre d'idée, ça va être, on va faire 12 km. Ensuite, le mercredi, on va faire un petit rappel de 30-30. Puis après, le jeudi, ça va être plutôt 10 km. Le vendredi, 8 km. Et puis après, c'est l'activation samedi et le dimanche en cours. Tu vois, on réduit le volume, mais progressivement. Pas d'un coup. En tout cas, pour moi, c'est pas d'un coup, c'est vraiment progressivement. Et en fait, moi, j'ai toujours l'impression dans ma tête que si je réduis le volume, la courbe de forme, elle va augmenter. Et donc, du coup, ça va se croiser, tu vois. Donc t'as pas de mal avec ça du tout, t'as pas une perte de sensation qui est souvent décrite, pour notamment sur le marathon, parce que Mm, ouais, les bah en athlètes, fait, ouais, je peux comprendre cette perte de sensation ou perte de repère ou juste perte de confiance. En fait, aussi, finalement, bien sûr. de plus s'entraîner à fond. Et non, parce que je m'écoute vraiment. Et finalement, je fais quand même le même nombre d'entraînements que la semaine avant, mais juste j'en fais moins. Donc du coup, ça me permet de toujours courir, Mhm. mais sans encore en récupérant encore plus vite et en fatiguant plus du tout quoi le corps. Très intéressant. Donc du coup, on va maintenant parler un petit peu nutrition, donc que ce soit au quotidien ou à l'approche des compétitions. Ouais, pour l'affûtage au quotidien. Voilà, Alors par exemple pour moi, je fais à peu près le même principe pour les glucides, hein, pour l'affûtage que ma charge d'entraînement. C'est-à-dire que mon corps automatiquement, il va avoir besoin d'énormément de glucides en période d'entraînement normal, donc 10 à 11 entraînements semaine. bien sûr. Ça représente à peu près, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça représente 9 heures d'entraînement avec les muscles par semaine. D'accord. Euh, donc là, je vais charger en glucides parce que j'ai faim, tout simplement, et que mon corps, il a besoin d'énergie. Et à l'approche des compètes, bah, c'est logique de réduire son apport global, en fait, j'ai envie de dire, euh, de nourriture en même temps que ton volume d'entraînement. Mais c'est pas toujours simple parce qu'il y a aussi le stress qui rentre en compte. Et moi, j'ai souvent tendance à, quand je stresse, manger un peu plus. Une sorte de boulimie, mais très soft, hein, mais que je développe en amont des grosses compétitions. Donc c'est un peu un challenge pour moi de toujours dealer avec ouais, ouais, faut que je réduise quand même un peu ma portion, mais j'ai faim parce que je stresse, tu vois. En fait, faut gérer le stress et puis D'accord, donc tu as plutôt tendance à réduire à l'approche des compétitions. ouais, 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 parce D'accord, que bah c'est tout simplement je réduis l'apport, hein, parce que sinon après bah je suis comme tout le monde, j'ai pas forcément un métabolisme hyper actif où je brûle tout ce que je mange. Non, j'ai plutôt un métabolisme de base normal où si je mange beaucoup, bah ouais, je vais grossir, tu vois. Donc d'accord, d'accord. si je fais pas de course à pied, oui. Oui, donc en fait, ton apport nutritionnel dépend de ton volume d'entraînement tout le Ouais, ça temps, dépend de ma consommation d'énergie évidemment. quotidienne. Ouais. Très intéressant. Maintenant, bah, on va rentrer un petit peu plus sur le détail, sur l'aspect que j'appelle moi entraînement invisible, Mhm. et aussi prévention des blessures ou augmentation des performances grâce à la musculation.
Comment est-ce que toi tu abordes ces aspects-là? Donc on va d'abord parler de musculation pour ensuite aller sur, plus, la récupération. Mais là, je voulais vraiment, savoir comment est-ce que tu organisais ta semaine en termes de muscu? Et ce qui m'intéresse aussi, notamment sur tes distances, est-ce que tu fais des séances, que j'appelle PPS, donc que de gamme, que de travail de pied, ou est-ce que tu l'inclus dans ton échauffement, en amont des séances? Alors, donc pour répondre à ta première partie de question, la muscu, oui, je trouve que c'est vraiment important. En tout cas pour moi, dans mon entraînement, dans ma philosophie d'entraînement, avec mon coach Pascal Macha, ça fait partie vraiment intégrante de l'entraînement. J'ai commencé à la faire avec mon ancien coach parce que de moi-même, de mon plein gré, j'ai dit bah ce jour-là et ce jour-là, je vais faire muscu. Et donc du coup, ça s'est mis en place petit à petit. Et maintenant, j'arrive à faire de la vraie muscu avec mon coach. On fait vraiment un cycle de force étalé sur 12 semaines, 12 à 20 semaines, c'est très long parce que là, je vais commencer mon cycle de puissance tout à l'heure, d'ailleurs. Et juste après, je fais de l'explosivité pendant la période de compétition. Donc c'est vraiment avec des charges lourdes là en ce moment. Pour donner un ordre d'idée pour les curieux, on est sur du 160 kilos au demi-squat, au tiers de squat, on va dire. Donc de la vraie muscu, c'est pas de la muscu légère comme on peut le voir sur les demi-fonds de d'habitude. Donc c'est un risque. Il faut, je pense, avoir 2 ou 3 ans de muscu, de pratique de muscu, de technique avant de passer sur des grosses charges lourdes. Mais voilà. Je trouve que c'est ultra important dans la prévention des blessures, comme tu l'as dit, et aussi c'est toujours un rapport de poids-puissance, hein, l'athlétisme. Donc c'est l'efficacité au maximum de ton muscle par rapport à ton poids et qui peut te faire grappiller des secondes, quoi. Donc selon toi, l'entraînement en force serait, plus intéressant que l'entraînement, on va dire, au poids du corps, ou c'est complémentaire? Comment est-ce que tu vois le Alors moi, je suis pas un expert non plus, mais en tout cas pour moi, je le vois plutôt comme il faut passer par un entraînement au poids du corps avant de commencer ton entraînement en force. mmh C'est non négligeable. J'ai fait pendant longtemps des PPG, classique, classiques, mais vraiment éducationnels, j'ai bien envie de dire, sûr. ça touche à tout, Mmh, pendant longtemps. mmh J'ai encore fait l'année dernière avec en alternant muscu, PPG, muscu, PPG. mh, Donc là, ça me permet de développer tout, et la technique et l'efficacité en mouvement, on va dire, avec ton poids du corps euh, lors de la PPG. Et maintenant, je fais juste des rappels de gamme, comme tu l'as dit, avant les entraînements. Mais sinon, il n'y a plus de travail de technique, plus trop. Déjà, j'ai pas une technique énorme, mais ça va. Je m'en sors. Et puis, c'est toujours un rappel quotidien, j'ai envie de te dire, où on fait vraiment les gammes poussées à chaque entraînement, parce que c'est que l'entraînement finalement. d'accord. Voilà. Et dernier petit point, bon, sur, la musculation, est-ce que tu fais, des séances de pliométrie, par exemple? On va dire, ce sont des exercices qui se rapprochent le plus de la course avec des charges. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, Travail ouais, de nous, ça va saut, rentrer ça rentre un peu en puissance, mais ça va rentrer surtout dans le cycle d'explosivité. C'est de OK, la pliométrie au maximum, hein. Ça fait mal, euh, parce que c'est avec la charge, mais c'est euh, c'est ultra stressant pour le corps. C'est pour ça qu'on le met en dernier. C'est quand le corps il est prêt, avec toute la prépa complète, il est prêt à endurer ce type d'entraînement on peut simuler les intensités, j'ai envie de dire, neuro et musculaires de la course sur 1500 mètres, quoi. d'accord, très bien. Et du coup, rappelle-nous un petit peu, bah, l'évolution de ton cycle de musculation en fonction de tes compétitions et en fonction de ton entraînement. C'est-à-dire, j'imagine, bah, quand tu fais de la force, tu le payes après évidemment sur les séances spécifiques. Donc comment est-ce que tu gères toi un petit peu ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu es complètement habitué et tu ressens pas par exemple de grosses courbatures? Est-ce que ça te limite? En fait, oui, alors au début, j'étais pas vraiment habitué. Il y avait des courbatures, mais ça passait. Et Mmh. puis finalement, de toute façon, avec mon coach, on a toujours mis la muscu le matin d'une séance.
OK, donc c'est le jour même, de Le la jour séance même de la spécifique séance, pour quoi qu'il travailler en arrive. pré-fatigue, exprès ou? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, comme je vais toujours être en contrôle le soir, Mmh. ça fait mal, hein. Parfois, quand tu récupères pas, quand t'as pas trop le temps de récupérer, surtout le vendredi où on s'entraîne à 15h, 15h30, et on a fait le muscu le matin, donc j'ai que 3 heures juste pour manger et récupérer. Mais bah, on s'habitue et puis au moins c'est à la limite, et puis il y a un travail de transfert qui se fait directement, quoi, entre la muscu le matin et la séance le soir. Très bien. Et du coup, dernière petite question là-dessus, j'imagine qu'à l'approche des compétitions, tu ralentis ou tu supprimes complètement la muscu ou est-ce que tu maintiens? Ça dépend. Non, enfin, ça dépend vraiment. Là, un cycle de force, donc c'est vraiment de septembre à décembre, on était vraiment sur de l'entraînement, hein. Donc les compètes, c'était important, mais c'est un peu en second plan, c'est-à-dire que le lundi de la compétition, j'avais toujours muscu. Parce qu'on est toujours dans le développement des bases, parce que le plus OK. important, il arrive ensuite, Donc pendant l'été, du coup, ouais, pendant l'été, et puis là, un peu en février, OK, avec la donc saison tu sale. tu fonctionnes vraiment par ordre de priorité C'est et ça. tu te mets des compètes pour jalonner un petit peu ta préparation? Oui, voilà. Bah, les 5 kilomètres que j'ai fait là, je fais que 2 compétitions depuis septembre. C'est vraiment pour jalonner un peu mon niveau, j'ai envie de dire, aérobie global Mmh. pour un cours de 1 500 mètres. Très bien. Et par contre, à l'approche des compétitions clés où vraiment tu comptes, perfer, il y a pas de musculation ou très peu? Là Ouais, très peu. Et c'est vraiment à la sensation et comment je réagis après une musculation, si ça me laisse plus de traces que d'habitude. Et quand on est sur une bonne lancée, on va pas prendre de risque de mettre une muscu, il n'y a pas trop d'intérêt. Très bien. Donc si je résume un petit peu, hein, corrige-moi du coup si je me trompe, c'est, en première partie de saison, un bon volume aérobie, espacer des compétitions avec un cycle plutôt de force et plus tu vas te rapprocher des compétitions, plus tu vas être spécifique en ajoutant de l'intensité, des allures de course. C'est un peu comme ça que tu vois les choses en fait, C'est ça. À partir de décembre, on a commencé à remettre les pointes, par exemple. d'accord, Une donc fois par semaine, toutes les 2 semaines. pas du tout d'entraînement en pointe sur la première partie Ouais. de saison où tu es vraiment sur une construction J'ai aérobie? même envie de te dire pas du tout d'entraînement sur piste. C'est-à-dire D'accord, qu'on allait, carrément, OK. on faisait des VMA, Sur route, ouais, sur route. J'allais pas dire en nature, mais sur route. mmh mh. Donc en dehors du stade, vraiment Mmh. hors de tout repère. Et Mmh. ça marche plutôt bien, en tout cas pour moi qui a vraiment poncé le couloir 1 de ma Mmh. piste à Amiens. Ça me fait du bien mentalement. Bien sûr, bien Et sûr. là, juste de revenir faire une séance pas plus tard que vendredi soir sur la piste couloir 1, c'est super facile pour moi D'accord. mentalement. Et du coup, est-ce que tu fais quand même justement des entraînements un peu en nature, fartlek à la sensation, est-ce que tu en fais un petit peu ou plus vraiment? Euh, Plus vraiment du fartlek à la sensation. En nature non plus. Je prends pas trop de risques avec les chevilles et tout. Mais sur le gravier, oui. Quand je vais sur le halage du côté d'Amiens, le long de la Somme, sur les Oui, sorties oui, longues. oui. C'est sur D'accord, les sorties longues que je vois le plus de paysages, j'ai envie de dire. très bien. Et le cross, tu as complètement arrêté ou tu en fais justement un petit peu Ouais. loin des compétitions, pistes ou comment Alors tu le cross, moi, j'en fais juste parce que finalement, en fait, je suis pas trop mauvais en cross. Je m'amuse quand j'ai envie, mais faut doser. C'est-à-dire que ouais, ça c'est fatigue beaucoup, c'est pas que ça fatigue beaucoup, c'est que je suis pas fan du tout, hein. J'ai d'accord, pas c'est pris pas un effort qui te ma licence d'athlétisme pour faire du cross de base. mmh. C'est pas vraiment l'ambiance que j'aime. D'accord, d'accord J'aime et bien être au sec. Mais c'est vrai qu'il y a des crosses qui sont super bien à faire, et tous les ans je fais le cross de sélection pour me mesurer un peu aux autres, aux meilleurs d'accord, demi-fondeurs. Et aussi je fais les France de cross court tous les ans. Donc en fait je fais que 2 crosses, mais ça me permet que les, tu les que France de cross court, ça arrive après, tu vois, la saison hivernale. d'accord. Donc c'est un peu en intersaison. Oui, oui, Donc c'est encore du retravail de base. À bien cette sûr. période-là, je refais ma base. Donc c'est toujours bien de venir. Mais j'ai vraiment pas du tout d'objectif personnel sur le cross. D'accord, donc tu les prépares pas spécifiquement, Non, ah non, je fais pas du tout de spé-cross. d'accord, Je trouve pas ça pertinent pour moi de me mettre de la boue, de risquer les tendons dans le froid. Il y en a qui kiffent ça, hein.
J'ai un très bon ami à moi, vous devez sûrement le connaître, Étienne Daguinos, qui lui raffole de Mhm. ça. Du coup, lui, il fait des speed cross, mais en tout cas, personnellement, moi, je touche pas à ça. Je touche pas du tout à ça. À la limite des codes, pour moi, c'est une speed cross. Mais D'accord. ouais, ouais, non, non, non. Je suis pas fan. Très intéressant. Donc tu penses que le cross ne pourrait pas te augmenter tes performances sur la piste? Parce que des Bah, fois, je sais qu'il y a de très bons crossman qui sont aussi des fois très très bons sur la piste. ouais, mais en fait, si j'ai envie de te dire, ceux qui sont super bons sur cross et qui sont aussi bons sur la piste, c'est parce qu'ils sont bons à l'entraînement tout court. Ok, Ils ont un niveau de base intrinsèque de important. base, ouais, important. Oui, oui, tu vois pas vraiment d'adaptation enfin, d'adaptation du cross réellement transférable sur la piste qui peuvent te permettre d'aller chercher. euh, Euh, Tu peux, mais non, il y a plus intérêt à... En tout cas, pour moi, j'ai plus intérêt à faire mes entraînements. J'ai déjà beaucoup à faire avec des Bien entraînements sûr, hors cross pour développer mon niveau sur la piste que de me rajouter de la difficulté. Parce qu'en fait, ça prend quand même dans une semaine, une speed cross, une, une séance d'intensité importante, tu vois. bien sûr. C'est au choix. Mais en tout cas, il y a plusieurs chemins, j'ai envie de te dire, et il y a un seul but. Et je pense qu'il y a plusieurs écoles Évidemment. Bah, et la preuve, de toute façon, c'est que t'as quand même tes performances parlent pour toi, hein. ouais, c'est ça. T'as pas forcément besoin de faire du cross pour être très performant sur 1500, donc Mhm. effectivement, très intéressant. Bah, du coup, pour conclure, ce qu'on peut faire, ça pourrait intéresser les auditeurs, de que tu leur donnes grossièrement hein, une semaine type Ouais. pour toi, voilà, du lundi au dimanche, avec un volume hebdomadaire moyen. Donc tu l'as dit, hein, d'après ce que j'ai compris, tu es quand même quelqu'un qui aime avoir un volume constant relativement stable sur l'année. Il Mhm. n'y a pas d'énormes fluctuations de ton volume. Non, c'est le but pour le volume d'entraînement. L'objectif, c'est de pas de faire, je sais pas, des pyramides progressives et ensuite on redescend. C'est vraiment d'avoir un volume de base constant, Très bien. haut, Mhm. très haut, mais constant. D'accord. Je peux donc du coup ma semaine type, on va faire simple, hein, Oui, oui, bien une sûr. semaine type de base d'aérobie en Mhm. plein première partie de De- d'hiver. Mhm. Ça va faire le lundi matin muscu, D'accord. donc développement de force. Mhm. Ça va être une semaine à 130 km. J'essaie de mettre le plus de fois 130 km dans un mois, Mhm. euh, et même sur les 3 mois. Donc du coup, ça va être muscu le matin, développement de force, le soir VMA. Mhm. VMA en dehors, hein, pas sur la piste, avec des virages serrés, des relances. Ça va être en un volume de 6 à 6,5 de kilomètres. Avec des intensités vraiment entre parenthèses, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de repères chronométriques ni métriques, juste de la VMA, c'est l'intention. Le mardi, c'est de l'aérobie, donc c'est de 15 à 17 kilomètres d'aérobie. Le mercredi, c'est la séance, on va dire, de seuil VO2 max, Mhm. c'est-à-dire un peu plus haut que le seuil, sur des volumes de 8 à 10 kilomètres. Donc c'est une grosse séance, hein, Donc c'est une SP10, on va dire. plus proche un peu au-dessus du SV2 du coup Ah ou... ouais, c'est ça, ouais, ouais, Ok, ouais. ok. C'est pour vraiment développer la VO2 max. Ça va être des répétitions de 1200 mètres, en nature toujours. Mhm. 1200, 2400, 3600 parfois. Mhm. Assez rapide, hein. Et le matin du jeudi, c'est euh, 10 à 12 kilomètres. Le soir, c'est 15 kilomètres. Donc c'est de l'aérobie. Ensuite, le vendredi matin, c'est encore de la muscu. La même que lundi, donc c'est des développements de force. Et le soir, ça va être des 30-30, 15-15, un fractionné, assez long bah, pas forcément long, mais intense pour transformer le travail de force du Ok. vendredi C'est pas matin. du sprint non plus, c'est pas de l'allure max non Non, plus. mais j'ai envie de te dire, sur les 30-30, ça m'arrive d'envoyer du de 35 à de 38 au kilo, quoi, de Mhm. moyenne. Mhm. Donc on s'envoie. Faut appuyer quand même, Ouais, ouais. on appuie, ouais. Et le samedi matin, c'est sortie longue Mhm. pour moi. Donc c'est minimum 1h20. Je suis allé jusqu'à 1h30 en ce moment. Les allures, ça varie vraiment, hein. En pleine période d'hiver, quand il fait beau, que j'ai envie de me challenger un peu, je fais 26 km à 3,35, tu vois. Mais c'est cool.
avec mon père à vélo, il me ravito, ça fait un peu ambiance prépa semi, prépa marathon. J'aime bien aussi, c'est un peu, c'est sympa. Et le dimanche, pour finir, c'est côte le matin. Donc, ça va être des côtes plutôt VMA longues, hein, des 200 à 250 mètres. C'est très long. 15 fois 250 mètres, c'est le plus long que j'ai pu faire. Et le soir, c'est 10 kilomètres de footing pour arrondir la semaine, hein. Puis là, on a vraiment un gros volume aérobique, tout en partant du principe que l'échauffement, c'est minimum 5 kilomètres et Mhm. la récup, c'est 2 kilomètres. Mhm. Donc, ça fait déjà 7 kilomètres avant les séances. Oui, donc tu rajoutes du volume facile entre deux pour C'est ça. combler un petit peu. Ouais. Voilà. Et les codes, c'est systématiquement en prépa aérobique, En début, ouais. Ok. Toutes les semaines systématiquement. Et quel est l'intérêt pour toi? C'est un gain de C'est puissance? ouais, c'est de la puissance. En fait, pour moi, c'est plutôt une amorce à la puissance. D'accord, Voilà. intéressant. Mm. Ok. Et du coup, bon, bah, plus tu te rapproches des compétitions, Voilà, je fais plus, plus du tout de côte, tu vois, et par plus tu exemple. rajoutes de la piste avec Ouais. des allures de course sur un volume similaire ou un tout petit peu Non. inférieur? Si c'est allure 1500, on va quand même faire un peu plus haut que DSP 1500, c'est-à-dire que on va faire 3000 à 3200 à 3600 mètres. Donc c'est quand même pas mal Mais beaucoup plus d'allure vite, du coup. 1500, 3000. SP3000, c'est plutôt 4 à 5 kilomètres de volume, Mhm. voire même un peu plus, 6 kilomètres parfois. Mhm. Et SP800, ça m'arrive parfois pour dégraisser un peu la machine, hein. Ça va être plutôt du haut volume, hein, 2 kilomètres de volume Ok. Avec minimum. du sprint d'allure maximale pour le 800 ou pas Non, c'est trop? presque mon allure maximum, mais non, c'est vraiment mon allure de 53, 54 au 400, tu vois. Ok. Donc tu fais jamais de sprint des 100 mètres en 11 Euh, secondes, 12 secondes, enfin on fait du des top. lignes après les footings en ce moment en pointe, mais c'est 13 secondes. Ça reste contrôlé. Non, pas Ok. encore de sprint. Jamais de sprint à intensité vraiment maximale pour toi, du coup. Non. Non, D'accord. jamais de sprint à intensité Intéressant. maximale. Pour l'instant, ça va arriver, mais que dans la deuxième partie, quand il fait plus chaud, parce que là, vraiment, moins 10 degrés, c'est pas... Ok, donc sur une saison, tu en fais quand même du sprint. Ouais, ça Ok, peut m'arriver. Parce que surtout que là, il faut quand même que j'en parle. J'ai un super groupe d'entraînement bien sûr, avec, donc c'est le PM Elite Team, bien sûr. qui vraiment on se pousse tous mutuellement vers le haut. Je suis un peu le plus âgé du groupe, mais je sais pas, c'est pas le moi le plus mature, tu vois. Hmm. Il y a aucun problème là-dessus sur les âges. Je m'entraîne souvent avec le jeune phénomène Yanis Van Dwight, qui a le record de France sur 800 mètres, qui est lui et moi on est super complémentaires, donc c'est-à-dire qu'il va m'apporter la touche de lactique et de vitesse qui a lui, c'est facile de faire des 339 et moi, je vais apporter la régularité sur un 800 en 1,55. Tu vois, c'est sur des SP 1500 mètres, des trucs comme ça, là. Vu qu'on est très complémentaires. Super. Bah justement, j'allais aborder effectivement le sujet, savoir si, enfin, quelle importance tu donnais au groupe d'entraînement. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire, pour moi, le groupe d'entraînement, c'est une épée à double tranchant. Ouais, C'est-à-dire que je suis d'accord soit avec on toi. va s'en servir de manière saine, c'est-à-dire en respectant son niveau, en respectant les autres, en continuant de travailler intelligemment, ou sinon on va partir dans une guerre d'ego où on va essayer d'aller toujours plus vite et on va à la blessure ou au surentraînement. Donc j'imagine que toi, forcément, C'est ultra sain, en tout cas. évidemment, C'est des super gars. C'est des jeunes, des lycéens qui ont une super mentalité pour leur âge. Et ça, vraiment, ça aide beaucoup ça pour, aide beaucoup. Et puis, ça te permet de prendre du recul et puis de dire, d'être de plus en plus humble. bien sûr, Puis, oui, ça motive. Vraiment, moi, je suis content de faire des footings en groupe avec avec 4-5 personnes. T'es pas tout seul. Puis bien, même les séances où il pleut et tout, bah, ok, il pleut, c'est dégueulasse. On a notre première SP15, il fait 10 degrés, c'est la première fois qu'il fait froid. On a tous pas envie, c'est le déluge. Mais sur le côté, t'as le coach et on est 15 à faire la séance. C'est royal, quoi. Donc, il n'y a pas d'excuse. Et puis aussi, je me dois un peu de montrer la voie. Et donc, c'est encore plus motivant. très bien. Bah écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour en matière d'entraînement. Est-ce que tu as des choses à rajouter personnellement qui pourraient intéresser les auditeurs?
Peut-être la récup, je sais pas. Oui, l'aspect récupération, c'est vrai que j'ai oublié moi-même. Bah, du coup, comment tu gères la récupération? Est-ce que, tu es plus, on va dire, dans le classique, donc nutrition, sommeil? Ou est-ce que tu vas chercher beaucoup plus loin avec un ostéo, avec un kiné, avec, des techniques de récupération, que ce soit pressothérapie, cryothérapie, automassage, et cetera? Comment est-ce que tu gères tout ça? Alors moi, je fonctionne, bah déjà, le sommeil et l'alimentation, c'est le plus important. Même moi, j'ai du mal à gérer le sommeil. Mmh. C'est-à-dire que c'est ultra important et je trouve que je dors pas assez ou pas bien, Mmh. toujours pas bien. J'ai des périodes où j'arrive à mieux dormir, mais c'est encore difficile. Et je D'accord, sais qu'il y a encore un gros point à m'améliorer là-dessus. d'accord. Sinon, donc les récupérations annexes, je vais te les citer dans l'ordre d'importance et dans l'ordre d'efficacité pour moi. Mmh. Donc ça va être le kiné, hein, le massage de récupération. Mmh. Chaque semaine, plusieurs fois par Ouais, semaine? hebdomadaire. Mmh. Parfois, je peux le mettre 2 fois par semaine quand je sais que ça va être une grosse semaine chargée. Mmh. Après, ça va être les bottes de pressothérapie que Mmh. j'ai eu depuis 3 mois là. Je trouve ça fantastique. Ça, D'accord, ça me permet de récupérer assez rapidement des séances où je suis un peu chargé en toxines, en lactate, d'accord. un peu pour éliminer. En fait, ça, tu sais, ça augmente la circulation sanguine de tes jambes. Mmh. Donc c'est comme si tu mettais des jambes en l'air mais version 10 000, ou que tu faisais un chaud-froid dans la douche, quoi, pour stimuler la circulation sanguine. Après, en autre récup, et dans l'alimentation, moi, j'utilise des acides aminés, hein, des BCAA. Je pense que c'est un peu Donc tu te connu. complémentes en BCAA? Ouais, je me complémente en protéines, hein, parce qu'en BCAA, pour moi, c'est des protéines, Oui, hein, oui, oui. sélectionnées. Parce que je trouve que ça me permet d'avoir mon apport en protéines. Déjà, je sais qu'avec mon volume kilométrique, jamais je prendrai 1 kilo ou j'hypertrophierai jamais, tu vois. Évidemment. Il n'y a pas de risque. Donc oui, je me supplémente en BCA post-séance et post-séance de muscu surtout. OK. Voilà. Tu as une idée de la quantité par kilo de poids de corps, Moi, je calcule pas hein, quotidiennement, mais je sais que grossièrement, grossièrement, pour moi, ce serait un fois 2, tu vois. Donc, je fais 60 kilos, ce serait 120 grammes d'apport par jour de OK. protéines. Donc ça représente quoi? 2,5 grammes à peu près par kilo de poids de corps ou un peu plus ou? Euh, non, 2 grammes par kilo Ouais, de 2 corps. grammes, OK. Ouais, ouais. Oui, donc tu es plus ou moins dans un tout petit peu plus haut, ouais, c'est ce qui est conseillé pour les sportifs, hein, c'est au-dessus de 2 grammes, ça commence à être intéressant. Après, au-delà, c'est plus vraiment pour l'hypertrophie et tout ça, Ouais, donc c'est ça. c'est Ouais, pas ouais, ouais. forcément intéressant. OK. Mais OK, j'en OK. mets, j'en mets. Après les grosses séances d'intensité, et puis après, je mets aussi des protéines après Oui, juste après les séances, du les coup, séances de muscu. OK, Ouais. super. Et du coup, en froid, est-ce que tu y crois déjà? Parce que la science, elle est pas trop claire non plus sur le sujet. Est-ce que le froid aide vraiment à la La récupération, cryo, bah oui. selon Enfin, en tout toi? cas, quand je vais à Font-Romeu en stage, on fait de la balnéothérapie, donc dans le Mmh. bain froid. Mmh. Ouais, franchement, ça te permet de récupérer. Il y en a qui supportent pas du tout, hein, c'est vraiment sujet dépendant, j'ai envie de te Bah, dire. c'est ça, Et c'est puis c'est aussi vraiment, si ta séance elle t'a déjà bousillé, est-ce que tu es encore capable de t'infliger, ouais. là c'est de la souffrance, là c'est pas de la douleur, c'est vraiment de la souffrance, un bain à 3 degrés. Bon, moi je sais que ça me permet de récupérer, en tout cas ça diminue toutes les inflammations que tu puisses avoir Voilà, c'est pendant surtout l'effet antalgique qui est les intéressant. séances où t'es pieds nus dans tes pointes. Là c'est sûr que là tu peux être serein après un bain froid. La cryothérapie, j'en ai fait que très peu parce qu'il n'y a pas du tout sur Amiens l'occasion d'en faire facilement. Donc on fait comme si ça n'existait pas quoi. Mais oui, il y a des études, j'ai déjà vu passer sur PubMed quand même pas mal de cas et pas mal d'études et de contre-études qui montraient qu'il y avait un apport et pour le sommeil et pour la récupération. Tu sais, c'est un apport global, hein. Pour aussi, j'avais vu un dernier article qui parlait de la cryothérapie et de la variabilité de la fréquence cardiaque, que ça pouvait influencer en bien. Ça, enfin, en tout cas, Oui, c'est une sorte, j'ai envie de te dire, il y a plusieurs recettes qui sont à notre disposition oui, puis on en entend énormément de 2024. choses, Et ce qu'il faut, c'est vraiment trouver sa propre recette. c'est C'est un peu ça, comme l'entraînement, tu vois. je suis d'accord. Mais j'ai quand même envie de revenir un peu sur l'entraînement global, surtout pour 1500 mètres. Mmh. Pour les cours de 1500 mètres, je trouve, moi, personnellement, que le volume est trop sous-estimé et que c'est trop euh, basé sur de la qualité en ce moment pour le commun des Bah, coureurs de c'est 1500 mètres. exactement mon point de vue sur le sujet. Ouais, et donc, en tout cas,
avec mes années d'expérience, j'en ai pas énormément, mais je trouve que faut vraiment faire plus de volume et que, allez, avec deux, trois lignes, maximum tous les 3 jours, ta vitesse, elle est encore là, quoi. Très intéressant. Donc c'était pour moi, j'aurais conclu à peu près pareil que Clément vient de le faire, hein. Pour les coureurs de cours, notamment les coureurs débutants qui ont pas trop de notion de l'entraînement, ne négligez pas le volume et encore moins L'aérobie, quoi. l'aérobie qui est fondamentale, la preuve encore. Et puis on le voit de plus en plus avec la montée en puissance de la méthode norvégienne, avec les performances stratosphériques, par exemple de Jakob Ingebrigtsen, qui est plus ou moins sur cette approche, même si c'est un cas complètement à part évidemment. Mais on peut voir que il fait pas de l'intensité où il finit pas les mains sur les genoux à chaque séance. Il est pas à bloc tout le temps. Donc c'est vraiment ce que je retiendrai. Rester en contrôle, privilégier le volume aérobie et évidemment soyez spécifique à l'approche des compétitions, cela va de soi aussi. Mais la dominante doit quand même rester un volume constant sur l'année et aérobie en tout cas selon nous aujourd'hui. Mm. Après il y a plein de contre-exemples évidemment. Après, oui, mais bien sûr, il faut aussi partir du principe que est-ce que vous êtes capable Tout le de... monde est différent Ouais, aussi tout et le monde puis est il faut différent. l'encaisser Il évidemment. faut l'encaisser, hein. Ok, génial. Bah écoute, on va conclure tout doucement sur la troisième partie. Donc là, on va passer maintenant à la dernière partie où je vais te poser des questions sur comment tu analyses un petit peu ta pratique. Quel est ton plus grand accomplissement, surtout en 2023, tes objectifs sur 2024. Et puis on va aussi parler de tes plus grands souvenirs de course. Je trouvais ça intéressant et ton pire souvenir aussi. Ça va permettre de mettre vraiment dans le contexte. Donc pour y aller dans l'ordre, je vais te poser la question, première question. Quel est ton regard sur ta pratique actuelle? De quoi tu es le plus fier en 2023 et sur quels aspects progresser selon toi en 2024? Alors, mon regard sur la pratique actuelle, je trouve que je suis dans une bonne dynamique et mentale et physique. euh, que j'avais pas il y a un an, donc en 2022, on va dire, parce que là on est tout frais 2024. Il y a un an où je mettais moins de kilomètres, mais ça n'empêchait pas de quand même parfait. Mais c'était pas assez pour durer tout au long de la saison. Et je coinçais un peu sur la fin de saison. Je mettais aussi pas trop comment dire, de frein à ma vie sociale. C'est-à-dire que je sortais pas régulièrement, mais je sortais souvent. Pas souvent, mais plutôt je sortais. Là, je sais que en période de d'entraînement et en période en saison, je sors pas ultra rarement et voilà quoi, c'est un tout et c'est aussi mentalement et pas forcément physiquement, hein. C'est pas parce que tu vas te faire une cuite toutes les 2 semaines que tu vas être moins fort physiquement, tu vois. C'est Mmh. juste ça te déshydrate, faut bien boire après, ça te fatigue un peu plus, mais c'est aussi pour structurer un peu ce que tu as envie de faire, ce que j'ai envie de faire. Euh, si j'ai envie de parfait, c'est tu mets tout pour parfait quoi. Ok. Oui, donc tu penses que tu pourrais plus sur l'aspect entraînement, sur l'aspect hygiène de vie et Euh, routine de vie, non, ça c'était pour l'année dernière, tu ok, vois. tu avais C'était déjà mis ça par en place rapport, du coup. ouais, par Ok, rapport à cette année. En tout cas, je sais que je suis plus en place et mentalement et physiquement. Je mets plus de structure dans mes objectifs et dans ma préparation ok. intrinsèque, tu vois, Ouais, ouais. comme j'ai détaillé pendant 1 heure, c'est divisé en plusieurs phases. Euh, Plus de structure du Plus coup. de contrôle, plus de structure et Ok. surtout plus de confiance dans l'entraînement. Ouais. C'est-à-dire que ma confiance, elle va se construire pendant l'entraînement pour arriver le jour de la course ultra confiant. Et c'est, pour moi, je le vois comme des petites étapes de chaque séance, de la confiance engrangée en plus. Chaque séance, je me dis, vas-y, dernier kilo, est-ce que je pense faire moins 3 kilos? Bien sûr, je vais faire moins de 3 kilos. Je fais moins de 3 kilos. C'est de la confiance engrangée. Tu vois, la cote, dernière cote, est-ce que je l'ai fait en moins de 42? Ouais, je l'ai fait en moins de Ouais, c'est 42. plein de Bah, petites victoires, c'est l'effet cumulé qui c'est t'amène. l'effet cumulé de confiance. En fait, c'est vraiment la confiance où, pour moi, je sais que c'est le plus important. Très bien. Donc si je résume, un point de bascule quand même sur 2023 avec plein de petites optimisations que tu as mis en place, donc le volume d'entraînement, on va dire une hygiène de vie, une routine de vie un peu plus cadrée, Ouais, et puis davantage de structure dans l'entraînement et de discipline, quoi. ouais, c'est ça. Je sais où je vais et je sais Très bien. comment je fais pour y aller, quoi.
Et du coup, ben, ce qui serait intéressant de voir, c'est en termes de gains, qu'est-ce que tu as apporté cette année par rapport à 2022? Que ce soit sur les chronos, sur la disponibilité mentale, l'amélioration de la récupération. Ouais, alors je vais nuancer un peu. Si tu veux, c'est depuis en fait septembre, hein, depuis Ok. septembre où c'est l'amélioration, un peu une sorte de résolution en post-saison, parce que Mhm. mes saisons elles se sont pas bien forcément terminées à chaque fois avec les élites où j'ai pas pu m'exprimer pleinement et par des blocages psychologiques et aussi par une fatigue chronique accumulée D'accord. où j'étais vraiment sur les rotules fin de saison où Ok. j'avais envie de couper, tu vois. De part parce que ma préparation n'était pas vraiment optimale pour le haut niveau français et avec ce que j'arrivais à faire comme performance. J'ai vraiment galéré à sortir mon pic de performance et je sais que bon j'ai eu l'année dernière je suis tombé à mon pic de forme pour faire une grosse course. Je suis tombé à 800 mètres et ça m'a complètement un peu coupé dans ma saison. La confiance elle en a pris un gros coup et tout. Et donc en fin de saison, c'était un peu la cata parce que j'ai fait vraiment une course complètement à oublier au championnat de France Élite fin juillet. Donc j'ai posé avec mon coach tout ce qui allait pas et les points sur lesquels il fallait vraiment m'améliorer. Et puis j'étais forcément honnête et franc avec moi-même quoi. En vraiment en mettant les points sur les i et en soulignant les points d'amélioration qui, tu sais, pendant toute la saison, on se voile un peu la face. On essaie de faire des caches-misères, des trucs comme ça, mais finalement, si tu veux repartir du bon pied, et puis là, je pense que je suis vraiment sur une bonne dynamique, vu que dès la première compète, c'était les France de 5 km route, où je fais quatrième français, à rien du podium. Mais voilà, j'étais présent dans la course, j'ai fait mon record en reprise. En tout cas, tout est en place, tous les feux sont en vert. Très bien. Ok. Et donc ouais, donc selon toi, c'était pour quelle raison principalement que tu arrivé comme ça, fatigué en fin de saison? Pour moi, c'était aussi une fraîcheur mentale Mhm. qui était un peu usée par beaucoup d'émotions, de haut et de bas. Tu vois, dans la prépa, dans les courses, et aussi la fraîcheur physique qui venait du fait de mon aérobie qui, au fil des compétitions, Diminuer trop? diminuait trop, tu vois. D'accord, très bien. Très bien. Et du coup, on n'en a pas trop parlé, on va essayer d'en parler rapidement, c'est quand même avec tes études, parce qu'il faut pas oublier que tu es quand même en études de médecine et est-ce que ça te rajoute une charge mentale, une pression aussi au quotidien Ouais, sur le sport? ouais, faut pas le négliger, hein, faut pas dire que ça va. Finalement, en C'est fait, compliqué, ouais, c'est quand j'imagine. même compliqué, mais est-ce qu'il faut prendre du temps de se plaindre? Encore une fois, J'ai pas, c'est moi qui l'ai choisi, tu vois. évidemment. Mais bien sûr, oui, c'est compliqué. Je me cache pas que il y a, à mon avis, d'autres façons de faire de l'athlétisme de haut niveau plus simple que là, je suis en période de partiel, tu vois, j'enchaîne Mmh. euh, 6 heures par jour, sans compter le soir de travail, c'est pas rien. Mais tu prouves que c'est possible du coup. C'est ça Ouais. qu'il faut retenir, c'est qu'avec Mhm. beaucoup de volonté, de détermination, la preuve, on peut arriver à. Avec un aménagement aussi, mais oui, c'est possible. Super, bah écoute, maintenant, bah, je vais te poser les questions sur 2024. Ouais. Qu'est-ce que tu penses mettre en place pour être encore plus performant en 2024? Ou tout simplement laisser le temps faire et puis rester sur la même ligne de conduite aussi que 2023, hein? Ouais, bah en fait, j'ai envie de te dire, là, les résolutions, enfin les changements qu'on a parlé précédemment, c'est de début de saison, donc la saison, elle est pas du tout commencée encore. Mmh. Mais oui, c'est vraiment continuer sur cette lancée. Je sais que il y a eu plein de changements mentalement et physiquement qui se sont faits durant cette nouvelle saison. Il faut juste continuer et là, on va faire parler les performances dans très peu de temps, dans un mois tout pile. J'ai vraiment très hâte et le point clé, c'est vraiment la confiance. Voilà, j'ai la confiance en moi, en mon coach, en mes capacités et de toujours y croire jusqu'au bout, quoi. Parce que en fait, je me mettais trop de barrières et trop de limites. Et je sais que, en fait, il faut juste pas se mettre de limites dans sa tête et tout est possible. Quand tu t'entraînes à ce niveau-là, tout le monde a une chance, tu vois, de faire fait.
Et est-ce que tu pourrais nous donner, t'es pas obligé, hein, mais des objectifs chronométriques pour la saison Ah ouais, bien ou sûr. de classement ou voilà, quel serait ton Bah, objectif ultime pour 2024? là, on s'entraîne clairement pour faire casser la barre des 3,40 sur 1500 mètres de dehors. C'est un objectif qui est atteignable parce que c'est à 2 secondes. Pour nos auditeurs, ça représente quoi en vitesse par kilomètre ou en allure? Parce que je pense qu'il y en a Euh, beaucoup qui se rendent pas compte que ça fait moins de 3,40 Moins de sur 1500. 3,40 sur 1500 mètres, c'est du 2,26 au kilo. Voilà, ok. Voilà. Donc je sais pas en termes kilomètre heure, mais je pense qu'on n'est pas loin des 25. Ouais, pour moi, entre 24,5 et 25 km heure Ouais, c'est environ. ça. Donc, ouais, Voilà. ça va vite. Ouais. Et après, sur 5 kilomètres route, j'ai déjà rempli mon objectif de moins de 14 minutes. J'ai envie de faire un 5000 de piste et mon objectif, ce serait moins de 13,45. Très bien, parfait. Ok, bah écoute, on va maintenant passer un petit peu sur ton meilleur souvenir en 2023, la chose dont tu es le plus fier, que ce soit une performance, une attitude pendant la course, peu importe. Qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi profondément en 2023? Il y en a pas eu forcément énormément. Il y a eu beaucoup je me suis beaucoup cassé la gueule hein, cette année-là. Finalement, c'était pas ma plus belle des saisons où tout a roulé. Mhm, C'était en 2022 où tout roulait, mais d'accord. j'étais moins fort. Mais là, pour moi, il y a une course à retenir de toutes. Mhm, C'est, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que c'est à Courtrai. Ouais, c'est ça, c'est à Courtrai en juillet où j'ai fait mon record personnel de 3 minutes 42. C'était une course parfaite. Il y avait du niveau. Je finis pas premier, mais il y avait du niveau, pas un vent, euh, en plein été, il faisait chaud. Mes parents étaient là. Ça arrive pas souvent que mes parents soient là avec mon petit frère. Euh, et il y avait aussi juste 1 heure et demie avant mon partenaire d'entraînement Yanis qui a fait le record de France. Il a fait une 47,97 sur 800 mètres. Donc c'était juste parfait. Euh, C'était une libération pour moi quand je vois le chrono à l'arrivée parce que punaise comment je me suis cassé les dents sur ce chrono sur 1500 mètres. Ça me récompensait et c'est la première fois que je pleure de joie après une compétition. C'était juste des émotions. Voilà, c'était magique. très bien. Et du coup, quel était ton précédent record avant cette Ah, performance? c'était 3 minutes 44, 80. Ah oui, donc il y a Donc quand même un monde entre les deux en plus. C'est quand ouais, même. en fait, c'est un petit monde, hein. Ça peut être un peu mieux, mais c'est plutôt sentimentalement où là, c'était dur à battre et c'est descendu. C'est déjà excellent, ouais. Super. Et du coup, bah, ton pire souvenir sur 2023? Voilà, j'en ai deux. C'est 2 fois aux élites, en salle et à l'extérieur, sur 1500 mètres, où je suis complètement passé à côté de ma course et mentalement, où je perds mes moyens. J'ai pas honte de le dire, hein, mais voilà, parfois ça s'apprend et aussi il y a des choses à faire en amont pour préparer mentalement ces choses-là. Et physiquement, j'avais des jours sans à chaque fois. Là, j'étais complètement en jour sans. En plein hiver, j'étais en hypo avant la course. Enfin bref, l'autre, j'étais cramé de toute la saison estivale qui était longue pour moi. Donc je finis dernier des courses et c'est vraiment mon pire souvenir. D'accord. Voilà. Qui est surtout dû à, ouais, comme tu le disais, une fatigue, une sorte de surmenage et puis peut-être un manque de prépa mentale à l'instant T. Ouais, c'est ça aussi, hein. Je me rejette pas la faute sur des choses que je peux pas contrôler au niveau physique. Il y a aussi le niveau mental qui a énormément joué. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais est-ce que tu fais un tout petit, bon, rapidement, mais est-ce que aujourd'hui, tu comptes mettre en place ou tu fais déjà d'optimisation mentale Ouais, 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 j'ai déjà fait. Maintenant, j'ai toutes les clés en place, je me connais bien. Mais oui, je suis passé par la case de préparateur mental. C'est Mhm, plutôt pas forcément une préparation mentale, mais plutôt il m'a donné un peu les clés mhm. et au fur et à mesure des séances, j'ai su comment je réagissais à la compétition et comment me gérer, me donner des petits tips, tu vois. Qui pourrait ressembler à quoi? Du coup, est-ce que c'est de la visualisation? Est-ce que c'est de la cohérence cardiaque, de la respiration? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place du coup? Non, c'est vraiment un discours interne. Discours interne, ok. Principalement, ouais.
Enfin, en tout cas, pour Qui te moi, transférait sur de la visualisation j'utilise quand même de ton côté la ou... visualisation, je l'ai depuis que je suis tout petit, tu vois. Donc, oui, aussi, j'utilise ça, mais c'est surtout, ouais, c'est un fort discours interne et toujours rester dans ma bulle, quoi. Voilà. Globalement, hein, sans Oui, rentrer bien trop dans les sûr. détails, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait beaucoup à mon niveau. Mhm. Euh, Presque, j'ai envie de te dire, sans me mouiller trop, que allez, 80% des mecs sur la ligne de départ des élites, sont déjà passés sur des préparateurs mentaux. En tout cas, c'est juste pour qu'on soit bien mentalement avant une course, quoi. Comme ça, Bien on est sûr. tous prêts à donner le meilleur et ça Complètement fait, disponible. Oui. c'est ça. Ok, bah écoute, on a fait plus ou moins le tour. Il me reste deux ou trois questions à te poser. La prochaine question, c'est quel serait ton rêve le plus fou par rapport à l'athlétisme? Ouais, par rapport à l'athlétisme, mon rêve le plus fou, ce serait de faire les mondes universitaires, parce que je trouve que pour moi, ça représente énormément de sacrifices, euh, et en université de médecine et tu vois à l'athlé, c'est un très haut niveau, faut pas le cacher, hein, c'est pour moi c'est l'équivalent d'un niveau européen chez les A, surtout au demi-fond. Et c'est vraiment, j'ai toujours rêvé de représenter la France. Ok, ce serait pas en fédération, mais ce serait à l'université, ça revient un peu au même pour nous. Et surtout dans un sport où c'est ultra difficile d'accès, quoi. Tout le monde est capable de courir, en fait. Oui, Et oui, oui. Bah oui. il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Et du coup, les minima pour Les atteindre cet minima, objectif? c'est à peu près c'est 3,41,50. Donc je Mhm, suis tout proche pour les mhm. minima d'entrée. Et les minima de passage direct, c'est 3,39,00. Voilà. Très bien. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas pour la suite. Merci, merci. Et du coup, avant-dernière question, quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs aujourd'hui, que ce soit du débutant au plus confirmé, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour continuer de progresser et puis voilà, continuer de croire en eux. Ben, les conseils, c'est vraiment garder la confiance. Et surtout, faut pas trop envoyer à l'entraînement. Faut savoir quel type d'entraînement faire et quand. C'est-à-dire poser les bases et quand c'est le jour de footing, c'est le jour de footing. Quand c'est le jour d'intensité, on envoie, mais contrôler. Tu vois, c'est un entraînement, il faut toujours le percevoir comme une construction. Et c'est pas parce qu'on va mettre plus de poutres à cet endroit que la maison va mieux tenir. C'est vraiment les poutres au bon endroit, j'ai envie de dire. Et surtout le plaisir. Voilà. Super intéressant. Merci beaucoup. Et ne pas hésiter à se remettre en question. On n'a tous pas la science infuse. Ça se trouve, moi, dans 5-6 mois, je vais complètement dire l'inverse et que je vais faire que de la qualité. Ça m'étonnerait, mais faut justement Bien sûr, rien toujours, prendre pour acquis et puis ouais, toujours se remettre en question et puis que les performances, elles n'arrivent pas toutes seules et qu'il y a vraiment énormément de travail derrière. du coup, j'ai une petite question qui me vient. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu dirais au petit Clément de 8 ans? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, pour le petit Clément de 8 ans, et, écoute, j'ai pas évolué depuis. Non, je rigole. Non. Je lui dirais juste d'avoir plus confiance en lui et de croire en lui et que la route, elle est longue, mais je pense que ça en vaut le coup. Très bien. Bah, écoute, simple, clair. Et du coup, une autre petite question, est-ce que tu as des athlètes ou des sources d'inspiration au quotidien, des grands champions qui t'ont vraiment, inspiré dans ta pratique? Voilà, est-ce que tu as quelques Bah, alors, en grand idole, pour moi, j'en vois deux. C'est en athlétisme Hicham El Guerrouj. évidemment, donc le C'est celui qui a le record du monde sur 1500 mètres de 3,26,00. Il y a eu plein de reportages sur lui et il est ultra touchant. Son parcours, en tout cas, il résonne en moi vraiment. C'est et je trouve ça impressionnant ce qu'il a accompli dans les années 2000.
et son abnégation à pas lâcher et à gagner les JO en 2004. Pour moi, c'est vraiment un champion avec un grand C, quoi. Il y a aussi après, mais dans un autre sport, c'est LeBron James au basketball. Je pense que je présente pas ce phénomène, mais pour moi, je suis un grand fan de LeBron James. J'adore le basketball et la longévité qu'il a, et puis surtout l'éthique de travail pour être au plus haut niveau encore pendant 21 saisons, c'est ultra inspirant. Après, sinon, au niveau local, j'ai il y a 2 ans, j'ai rencontré en stage en altitude euh, Étienne Daguinos. Donc c'est un champion de ma génération, hein, on a le même âge. Et il m'a tout de suite ultra inspiré parce que en tout cas, c'est un petit hommage que je lui rends là. Je pense pas qu'il va voir le podcast, mais s'il a l'occasion, il se reconnaîtra. Enfin, il va sourire, c'est sûr. Mais il m'a vraiment inspiré dans le fait d'être ultra humble et conscient de ses capacités, ultra confiant et surtout posé. Et il sait où il va, et c'est vraiment cette humilité qui m'a vraiment touché et qui m'a motivé encore plus. En tout cas, je pense que ça a été un des gros facteurs dans les 2 dernières années pour me motiver, pour surtout cette saison euh, faire les choses très bien. Bah écoute, parfait. Je vois pas trop d'autres choses à ajouter là de ce que tu viens de dire. Donc comme quoi c'est vraiment important d'avoir aussi des modèles au quotidien, des sources d'inspiration. Là, c'est vrai que tu as cité quelques très grands champions, hein, qui forcent aussi le respect, l'admiration. Et je pense que c'est important pour nous tous d'avoir aussi des modèles, des sources d'inspiration, comme des chemins, des visions à suivre. Donc merci beaucoup pour ce partage. Super. Bah écoute, avant de conclure, je te demanderais là, quelle citation te viendrait pour te définir justement, qui définirait ton état d'esprit si tu en as une, hein, voilà, une petite citation qui définirait ton état d'esprit au quotidien et ta personne aussi. Ben, c'est dur hein, comme question. Je suis pas trop philosophe. J'ai pas trop de. J'en ai une qui me vient à l'idée, mais c'est un peu une citation un peu marrante. Pour moi, la vie, c'est pas comme la bite, c'est toujours dur. Voilà, c'est un peu une touche carabine. Très intéressant. Mais en tout cas, c'est assez véridique. C'est vrai. Bah écoute, un grand merci à toi pour tous ces précieux conseils. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter avant de finir le podcast. Bah écoute, non, c'était vraiment un grand plaisir pour moi aussi. C'est toujours un plaisir d'échanger en parlant d'athlé. C'est superbe. Et puis, en tout cas, on fait un sport, à mon sens, trop sérieux, alors qu'on devrait juste kiffer. Et C'est vrai. là, si on peut juste donner plus d'opportunités de motiver les gens et puis de les aiguiller un peu plus, c'est vraiment un plaisir énorme que j'ai. Bah écoute, un très grand merci et puis bah j'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas à noter le podcast, hein, ça m'aidera énormément pour la suite. Et puis bah je vous souhaite une très bonne continuation. Allez, salut! Un grand merci pour votre écoute. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook Run Success-du-bas Coaching. Pour toutes les personnes souhaitant progresser ou améliorer leur performance en course à pied, il faut savoir que je propose un appel bilan 100% gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous aide à planifier au mieux votre saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel directement via mon compte Instagram en passant par mon lien Linktree. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et un bon run. À bientôt sur Run Success Podcast.